l'ensemble des mécanismes de contrôle, de fonctionnement et de responsabilisation qui encadrent la prise de décision au sein d'un organisme. Je crois qu'il y a 4 principes de base qui soutiennent une bonne gouvernance. Premièrement, il y a l'intégrité, l'imputabilité, la transparence et l'efficacité. Être un bon administrateur, somme toute, c'est prendre les meilleures décisions possibles, des décisions qui sont prises de manière éclairée, de bonne foi et dans le meilleur intérêt de l'organisme. Les règles de gouvernance qui encadrent les décisions qui sont prises par les administrateurs au sein de nos BNL, c'est en fait les mêmes règles de gouvernance qui vont encadrer l'ensemble des décisions qui sont prises par des administrateurs, que ce soit des administrateurs au sein d'une société publique, d'une société privée, de nos BNL ou d'une société d'État. On va exiger en fait le même type, les mêmes principes de base qui vont soutenir les règles de gouvernance. C'est certain, par contre, que si on regarde, ces règles de gouvernance-là vont être modulées suivant les réalités de l'organisme et suivant la structure de l'organisme. Le devoir fiduciaire de l'administrateur, c'est en fait le devoir premier de l'administrateur. L'administrateur se doit de toujours agir dans le meilleur intérêt de l'organisme. Et c'est un devoir qui a 2 volets. Premièrement, le devoir de loyauté, vraiment placer les intérêts de l'entreprise d'abord et avant tout devant les autres. Et ensuite, un devoir de diligence, qui est en fait aussi un devoir de compétence. On va exiger de l'administrateur qu'il prenne des décisions éclairées, qu'il se renseigne et qu'il évalue les impacts de sa décision. On ne va pas exiger une décision parfaite de la part des administrateurs, mais on va exiger une décision qui est raisonnablement prise dans les circonstances. La responsabilité des administrateurs de nos BNL peut être engagée dans différents cas. Premièrement, il y a des cas de responsabilité statutaire, c'est-à-dire des cas où la loi prévoit spécifiquement que la responsabilité des administrateurs va être engagée. Et les conséquences peuvent être de nature civile ou pénale, dépendamment de ce que prévoit la loi. Par exemple, il peut y avoir des cas de refus de remettre les livres et registres de l'entreprise, des cas où on fait défaut de faire les retenues à la source. Il y a aussi des cas où la responsabilité des administrateurs peut être engagée de manière plus générale, une responsabilité civile ou extra-contractuelle. Par exemple, un administrateur qui commettrait une faute, une fraude qui excéderait son mandat. À ce moment-là, on détermine que l'administrateur a créé une faute distincte de l'organisme. Et dans tous ces cas-là, la responsabilité de l'administrateur peut être engagée. On s'attend des administrateurs à ce qu'ils fassent preuve de transparence. Techniquement, un administrateur ne doit pas se placer en conflit d'intérêts parce qu'il doit toujours faire passer les intérêts de l'organisme avant les intérêts de n'importe qui d'autre. Donc, on s'attend à ce que tout conflit d'intérêts soit divulgué et à ce que l'administrateur s'abstienne de voter sur une décision qui affecterait ses propres intérêts. Il y a plusieurs recommandations de meilleures pratiques qui peuvent être suggérées aux administrateurs. Premièrement, c'est certain que la mise en place d'une bonne police d'assurance, c'est un incontournable pour les administrateurs. Mais aussi, les administrateurs devraient s'assurer de toujours avoir l'information nécessaire pour prendre leurs décisions. Ce que ça implique, c'est premièrement poser les questions, lire la documentation, être présent au conseil d'administration. Dans certains cas aussi, ça peut être d'avoir recours à des conseillers externes, que ce soit des comptables, des avocats, bref, de pouvoir toujours avoir l'ensemble des outils nécessaires pour que les administrateurs puissent prendre les meilleures décisions possibles et donc être les meilleurs administrateurs.